Nous sommes le 23 avril 2020, voici le 255e épisode des Technos. Merci de nous accueillir une nouvelle fois. Le programme de cette semaine est comme à chaque fois alimenté par la veille de nos chroniqueurs. C'est ainsi qu'il sera question de l'annonce de l'iPhone SE par Apple, d'un capteur à 150 millions de pixels, du Raspberry Pi qui fait son entrée en soins intensifs, d'une faille de sécurité dans iOS. On vous parle aussi de visioconférences amusantes, de vos données Facebook en vente sur le dark web ou encore de Google Shop. Merci pour votre fidélité, bienvenue à ceux qui nous découvrent aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter et à partager cet épisode dans vos réseaux. Bonne écoute. C'est donc déjà 255e épisode. Dites donc, nous sommes fin avril, j'ai pas compté le nombre d'épisodes que nous avons enregistrés en confinement, je pense que c'est 255, puisque de toute façon, nos chroniqueurs sont toujours distants chez les technos, vous le savez. Ils sont des fois en France, des fois au Luxembourg, des fois en Suisse, c'est le cas d'ailleurs cette semaine avec Thierry, que l'on retrouve en Suisse, et puis aussi en Belgique, comme c'est le cas de Sébastien, celui dont la pilosité croît avec le confinement. Ce sont des choses qui arrivent à tous. Vous avez vu, j'ai trouvé un coiffeur, mais pour le barbier, malheureusement, c'est très très étrange. Alors, en fait. C'est étrange, j'ai vu. Alors, vendre plus de rasoir, c'est pas un truc nécessaire. Donc, ça ne se vend plus, ça ne s'achète plus. Donc, tant pis, voilà, on fait des économies. Non. Et alors, je suis très content de faire ce numéro 255 parce que c'est le numéro de l'Overflow. D'accord, il y a du concept derrière. Ouais. Moi aussi, je suis très content de faire ce numéro parce qu'on est à la veille d'une très grande date, le 26 avril, qui arrive à grands pas. Je dirais pas pourquoi, mais il dit Happy Birthday to you. Voilà. Oui. D'accord. Le tien Donc je bois ma santé. Voilà. Ah d'accord, ok. Vous savez tous que je suis du 26 avril. C'est fait. Voilà, c'est noté. Santé. Ni fleur ni couronne. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah tiens, je pense que j'ai fermé un truc un petit peu trop rapidement. Je voulais... Ah non, ça va. Je voulais quand même remercier quelques-uns de nos auditeurs qui ont laissé des messages, que ce soit sur notre blog lestechno.be ou en commentaire de la vidéo sur notre chaîne YouTube. Il s'agit de Nessus3R, je ne sais pas, Tanguy, Balibalo, Benoît Louzeau, Loïc, JP Neuville, Fred Dijoux, JPH à mon avis c'est Jean-Philippe Girard, Eric Bourdin, Tiger Fab, Angris Boy, Jonathan Esteves, ainsi que Philippe78. Je n'ai pas de nouvelles de Natacha, je suis un petit peu inquiet. C'est l'auditrice qui fait vaciller, on va dire, nos statistiques démographiques lorsqu'on jette un petit coup d'œil, c'est le petit pourcentage d'auditrices. On n'en a pas beaucoup des auditrices, et c'est peut-être à cause du fait que nous n'avons que des chroniqueurs, et donc je répète ici l'annonce que je fais régulièrement dans le podcast Le Off, qui vient en marge de ce podcast principal, c'est si vous voulez partager votre veille avec nos auditeurs, n'hésitez pas à nous le faire savoir, mademoiselle, laissez-nous un message à équipe@lestechno.be et on se fera un plaisir de vous auditionner et de partager avec vous cette veille technologique. Voilà, je sais pas si on avait un truc à rajouter, si quelqu'un... Je vois, oui, Sébastien a un truc à rajouter, c'est sûr. Moi, j'ai une question, elle est gentille, tu vois, je ne vais rien dire voilà, mais tu disais que le premier que tu remerciais, c'était Nessus. Moi, je suis assez curieux de savoir, et donc s'il peut nous répondre sur la vidéo, si son pseudo est en hommage à la suite de sécurité, qui avait le nom homonyme, ou si c'est juste un hasard complet. Voilà. D'accord, ok. À l'époque, c'était une très très bonne suite de sécurité, qui a été renommée depuis, mais c'est un truc assez ancien. Ah oui, non, d'accord. Les références de Sébastien aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a bouffé. Natacha, je sais ce que c'est, mais Nessus... c'est du haut vol. C'est du haut vol. On n'a pas fini de rigoler, je peux vous le dire. Ça ne fait que commencer. Nous en sommes à 4 minutes 18 secondes. Et déjà, j'en peux plus. Je suis épuisé. Ça promet. Bon, si vous voulez bien, on commence avec la première lettre de notre abécédaire classique. On va parler un petit peu musique et Apple Music pour être tout à fait complet, Thierry, parce qu'il y a encore des choses à dire sur Apple Music, manifestement. Oui, des choses un peu étonnantes vu les conditions, la situation actuelle, puisqu'effectivement,
le monde s'est pas arrêté pour tout le monde, et encore moins pour la firme de Cupertino, qui attaque pas moins de 52 pays pour ouvrir en fait de nouveaux marchés et proposer son service de musique en ligne. 52 pays, alors certes, on parle d'Afrique, on parle de pays un petit peu autres que les grands continents auxquels on penserait tout de suite par rapport à ce service. J'avais envie d'en parler, mais très très brièvement, puisqu'en fait, à l'image des autres annonces de Apple, ça se fait presque un petit peu en douce. L'actualité omniprésente autour de la crise sanitaire et économique fait que l'actu tech, elle est un petit peu mise comme ça au second plan. Moi, ce que je vois, c'est qu'a priori, chez Apple, ça tourne, ça marche, ça avance. Maintenant, je me pose la question de savoir du bien fondé de cette d'ouverture de nouveaux pays pour Apple Music, puisqu'effectivement, il n'y a pas forcément des immenses pouvoirs d'achat. Ça engage que moi, je ne suis pas allé faire une étude non plus très poussée par rapport au PIB des pays visés. Mais voilà, c'est l'occasion de redire, de rappeler, de se remémorer que en fait, Apple est d'abord une société de services avant d'être un constructeur de téléphones ou d'ordinateurs, même si effectivement de ce côté-là ça avance aussi un petit peu. Voilà, une news très très courte pour dire que l'offre musicale a priori continue à s'étoffer. C'est aussi un pied de nez qu'ils font à Spotify, qui est quand même bien présent dans pas mal de pays aussi. Ce serait, de toute façon, je pense que quand on a cette aura planétaire telle qu'Apple l'a, ne pas proposer d'offres dans certains pays serait peut-être aussi vu comme étant discriminant quelque part. Il n'y a peut-être pas de raison. En tout cas, si tu imagines en Suisse, on n'avait pas accès à une offre comme Netflix par exemple, on trouverait ça discriminant. Je suis désolé de le dire. Ici, on parle du Mozambique, par exemple, qui aurait accès pour $3 par mois au contenu, en Libye ou au Myanmar, $5 au Qatar, en Géorgie et $11 en Islande. C'est assez marrant, l'Islande n'avait pas accès à cette offre, tu vois, c'est des choses, voilà, c'est complémentaire, mais ça a le mérite d'exister, voilà, Seb. Alors, je veux pas dire, tu dis $3 au Mozambique, les mecs, ils vont quand même un salaire moyen. Ah ouais, mais ça, je suis d'accord. $40. Mais bien d'accord. $40, tu leur demandes $3, moi, ça pique. Oui, bien sûr, tu manges pas beaucoup. Ouais. Mais t'as de la bonne musique. Oui, c'est ça. Et en même temps, je pense qu'ils le font pas pour faire de l'argent ou pour avoir des abonnés supplémentaires. Ils le font peut-être, à mon avis, juste pour dire voilà, l'offre existe. C'est peut-être juste ça quelque part. Et puis voilà, c'est quand même bizarre. Effectivement, quand le salaire moyen est à 40 €, 3 €, c'est un peu moins de 8%, je pense. Accessoirement, il faut le smartphone qui va avec pour pouvoir écouter. C'est ça. Et ça, c'est la vie de ton père et de ton grand-père. Voilà, c'est 3 générations pour l'acheter. C'est ça. C'est un peu rude quand même, ouais, effectivement. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais n'hésitez pas à nous donner votre avis. Par exemple, si vous vivez dans un pays comme ça qui n'aurait pas accès à certaines offres telles que celles d'Apple, peut-être qu'on n'en a pas besoin, finalement. En Belgique, tu vois. En Belgique, on n'a pas droit à Disney, tu vois. Pour l'instant. pour l'instant. Mais Disney qui va verser des dividendes à ses actionnaires, par exemple, cette année. Donc, environ quand même un paquet de monde, il faut bien le reconnaître. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça, c'est les affaires, comme on dit. Mais on ne va pas s'étendre là-dessus maintenant. On va peut-être attendre un petit peu. On va passer à la suite. C'est la lettre C comme caméra. Alors, il est question, Thierry, encore toi, de parler de visioconférences qui sont plutôt rigolotes, qui sont plutôt marrantes. À quelle occasion ? Pourquoi qu'est-ce ? En fait, la visioconférence, vous savez, c'est ce fameux procédé qui permet de faire une réunion sans se déplacer physiquement. Un jour, peut-être, dans le futur, on y pensera, on fera des visioconférences pour économiser du temps, du carburant et puis beaucoup d'énergie. Ouais. Mais là, je rêve. Non, voilà, effectivement, la visioconférence, c'est le gros boom. On a déjà parlé de Zoom. On n'arrêtera jamais d'en parler, je pense. Skype, les Teams et autres plateformes aussi open source ont effectivement un très, très gros succès. Et comme si ça suffisait pas, eh bien, en fait, on vient ici avec nos copains de Snap, anciennement Snapchat pour les plus anciens, qui proposent ni plus ni moins une application qui s'appelle Snap Camera. Alors, Kezako, c'est une application gratuite, ça c'est déjà la première belle surprise, qui marche sur Mac comme sur PC,
vous l'enclenchez sur votre laptop, votre ordinateur de bureau, et ça devient un device que vous pouvez adresser dans des logiciels de vidéoconférence, de visioconférence. Alors, j'ai fait le test, je crois que c'est pas encore effectif. En tout cas, je suis pas arrivé à la faire fonctionner avec La Zoom. Suisse, c'est parce que tu l'auras pas en Suisse. Voilà, c'est peut-être plus tard. Mais si vous enclenchez votre Skype, vous pouvez vous fendre d'un habillage, les lens, les fameuses lentilles qui vous poussent, qui vous portent un filtre tout de suite live sur votre visage une fois qu'il est repéré par la caméra. Et vous pourrez comme ça dire à votre patron, vos collègues, avec une tête de Mickey ou de Wonder Woman, ou pour vous faire passer pour quelqu'un d'autre avec le masque de Batman, que vous n'avez pas fini le travail qui est demandé ou que vous emmerdez tout simplement dans ce meeting. Voilà. Alors je ne sais pas à quoi ça peut servir d'autre, j'ai trouvé ça marrant. Ça marche assez bien. Moi, je suis toujours bluffé de voir que les applications qui fonctionnent sur les ordinateurs au travers de nos webcams sont de plus en plus performantes. Là, je refais un petit rewind sur Zoom qui, par exemple, propose de changer le background derrière sans écran vert, puisqu'effectivement... Skype commence à le déployer aussi, je pense. Voilà, cette fonction. Skype, ça m'étonne pas qu'ils viennent aussi, puisqu'ils sont capables de proposer le floutage du fond de l'image. Donc techniquement, ils sont prêts pour qu'on puisse faire autre chose avec ce flou, ou en tout cas avec ce background. Moi, je sais que pour la plupart de mes contenus, je me fends d'un trépied, je déplie mon fond vert et puis j'incruste ça en live pour un petit peu habiller mes lives. Et aujourd'hui, je me suis retenu d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité, ce logiciel, puisque je fais du Skype sur un iPad, donc ça marche principalement sur les ordinateurs. Mac ou PC, c'est sympa, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, et il y a des milliers de lens à disposition, les unes plus drôles que les autres. Je rappelle qu'il y avait un journaliste, c'était au début du confinement, si je ne dis pas de bêtises, qui avait fait un direct à la télévision américaine et il avait oublié de désactiver certaines fonctionnalités. Je pense que c'était via Messenger ou via Facebook. Oui. Et donc, chaque fois qu'il prenait la parole, il avait un chapeau différent. C'est arrivé également, il n'y a pas tellement longtemps, à un homme d'église, un curé qui faisait une messe en ligne et qui lui aussi était affublé d'un chapeau de cow-boy, comme quoi le chapeau de cow-boy revient à la mode. C'est un petit peu particulier, ce genre de choses. Bon, c'est rigolo, quoi. Qui n'a pas joué avec les filtres Snapchat juste pour déconner? C'est vrai, hein, Sébastien? Je suis sûr que... Retire le filtre, d'ailleurs. Il est en train de le tester, de l'installer. Non, mais il y a un autre tool qui existe. Alors, c'est un truc qui était assez moisi à l'époque. Ils ont l'air d'avoir fait un site plus sympa maintenant, mais qui permet d'avoir des cams de jouer sur ta vidéo tout en restant. C'était Minicam, et je crois que ça existe toujours, ce genre de truc. Minicam, oui. Ouais, Minicam, où tu peux ajouter des filtres ou utiliser des sources autres que ta webcam. Oui. Voilà, bon, ça existe depuis assez longtemps. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est le process, tu vois, de mappage, d'images supplémentaires, etc. Voilà, tout le monde s'y est mis depuis, effectivement, Instagram, Snapchat, etc. C'est amusant, quoi. Ça mange pas de pain. C'est comme se déguiser, quoi, en gros. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais je regarde, alors Minicam, normalement, t'as une version payante, mais ils le font aussi, le fait d'un point de vue professionnel, de faire un background virtuel, de changer ton fond, etc. Donc si tu n'as pas envie d'étendre Skype ou autre, tu peux faire ça avec Minicam. Et Minicam est reconnu comme étant, in fine, une webcam supplémentaire dans ta liste de webcams classique. Et donc, ça s'interpose, entre guillemets, entre votre vraie webcam et l'application que vous utilisez. Et je pense que la version gratuite est juste limitée en définition. Je pense que c'est un petit peu... La définition est moins bonne, je pense. Voilà. Quoi qu'il, si vous avez envie de rigoler un petit peu, c'est peut-être une bonne idée. On vous laisse le lien, évidemment, comme tous les liens de ce dont on parle dans chaque épisode, dans notre blog lestechno.be ou en description de la vidéo sur YouTube. On passe à la suite. Avec un peu du sérieux, un peu du plus sérieux, on va dire. Avec Sébastien, on va parler de pas mal d'informations qui sont maintenant en vente sur le dark web et qui sont issues de ces informations de Facebook. Sébastien. Oui, alors on ne sait pas réellement de quelle est la source, si Facebook, mais quelle est la source
que le gars a utilisé, si c'est des vieux comptes qui ont été, s'il y a une faille quelconque ou quoi que ce soit, si c'est juste on reprend les fichiers, on rempacte et on vend. Mais c'est un gros fichier, parce que c'est 267 millions de comptes, donc c'est quand même pas ridicule, pardon. Et les comptes contiennent Facebook ID, date de naissance, numéro de téléphone, nom, adresse email et tout le bazar. Donc tout ce qui est parfait pour faire du vol d'identité ou du scam à gogo. Et alors ce qui est étonnant ici, c'est pas trop qu'on ait trouvé un fichier de 267 millions de personnes sur Facebook, parce qu'il y en a quand même un paquet déjà de fichiers, ce genre de fichiers qui sont passés sur le dark web. C'est que c'est un nouveau et qui ne coûte que 500 livres. Donc pas cher. Ce coup-ci, pas cher. Donc ça devient vraiment plus... c'est tellement courant que les mecs vendent ça maintenant à 500 balles. Pour 500 balles, t'as 267 millions de comptes. Donc ça risque de générer quand même pas mal de problèmes dans les prochaines semaines, parce que voilà, ça va être... c'est pas fait pour envoyer des cadeaux aux gens, hein, c'est fait pour nous emmerder. Oui, clairement, et ceci dit, si c'est si peu cher, c'est peut-être aussi parce qu'effectivement, c'est peut-être des données très anciennes qui ont déjà été peut-être déjà corrigées par le passé, enfin 267 millions de comptes. Je doute fort que tout le monde ait changé son mot de passe depuis, mais ceci dit, voilà, mais c'est quand même... C'est pas le mot de passe, heureusement. Non, c'est ça, c'est quel type de données, c'est ça? Oui, il y a email, nom, ID Facebook, date de naissance, numéro de téléphone, c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais, c'est pas mal. Pas le mot de passe. Bon, on n'a pas besoin du mot de passe nécessairement pour embêter les gens. Hein. Déjà, l'adresse email suffit. Voilà. Et le numéro de téléphone aussi, par ailleurs. Oui, non, c'est pas rigolo. Clairement. C'est dommage qu'on n'a pas la source. Enfin, qu'on ne sait pas d'où ça sort, ces comptes. Si tu veux, pour 500 balles, on l'achète et on lui demande. Hein. Oui, c'est ça. Moi, j'étais en train de me demander, tu fais comment? Tu ouvres un fichier avec 267 millions d'adresses dans une grille Excel, c'est un gros Excel. Ça fait quoi? Ça fait exploser ton... moi, ça dépend. Oui, non, le nombre ça tu fais pas ça sur n'importe quelle machine déjà. Hein. Je pense qu'il faut de la RAM. Non. Alors, moi, j'ai eu des difficultés avec un tableau Excel avec 67 000 entrées, je pense, quelque chose comme ça, où il fallait quand même il faut quand même... voilà. Non, mais alors Excel avait une limitation à l'époque, mais alors c'est parce que tu disais, c'est nos cheveux blancs qui parlent. Il avait une limitation à 64 000 lignes, ça a été levé depuis, sur la dernière version, heureusement. Mais ouvrir un fichier avec 267 millions de rows, c'est pas impossible, il y a des outils pour le faire assez facilement, et c'est pas tant de données que ça. Il y avait il y a quelques années le registre national turc qui avait été piraté. Le registre national avait été complètement siphonné des autorités et vendu et disponible à un moment même complètement gratuitement sur les torrents. Le fichier de mémoire, c'est un truc qui faisait 50 mégas. Hein. Ouais. Donc c'est pas des trucs qui étaient gigantesques. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais en même temps, il faut quand même être un petit peu équipé, quoi. Enfin, il faut savoir ce qu'on fait. Un peu de RAM. Il faut un peu de RAM. Voilà. C'est de la RAM surtout qu'il faut. Donc sortez les RAM. Si tu RAM. Voilà. On va faire tous les jeux de mots pourris sur RAM, hein, je pense que c'est bon. Donc voilà, vos données sont peut-être dedans. Hein, 267 millions sur combien il y a un site... il y a un site sur lequel tu peux aller voir si tes données sont dedans. Il est dans l'article, dans le lien sur le blog, sur le truc. Voilà, tout y est. Donc allez jeter un œil si vous avez des craintes. On va parler d'un peu de Google. La lettre G, comme Google, Sébastien, toujours pour parler de Google Shop, qui essaye de se faire une petite place par les temps qui courent. Tiens, oui. Je pensais qu'on était deux à avoir un truc de Google, et donc je dis c'est pas pour moi, c'est pas... Si, c'est pour moi. Ouais, c'est pour toi. Et donc oui, Google, j'ai vu ça par hasard ce matin, j'ai dit, allez, c'est sympa. Maintenant, je sais pas si j'en parle, et puis j'ai dit, je vais quand même en parler, mais après, c'est Google, dans 6 mois, ça existe plus, mais bon, allez, c'est quand même sympa, je vais en parler. Tu vois, c'est un peu difficile, hein. Donc cet article, j'ai longuement hésité. Et puis en fait, ça m'a rappelé un autre article, et de fil en aiguille, je me dis, allez, soyons vraiment fous. Et donc, Google a un truc pour vendre des produits sur... quand tu fais une recherche, tu as des petites miniatures en disant, ouais, tu as le nouveau téléphone, le nouveau machin, eh bien, tu peux l'acheter grâce à Google. Ok, donc en gros, ils ont un e-commerce sur lequel tu peux balancer tous tes produits et qui t'aide à mettre tout en place. Le but, c'est surtout commerce de proximité. Je vais revenir juste là-dessus.
Et tu payes un peu de brousouf pour, tu payes une petite marge à Google, etc. Bon, Google, là, ils se sont dit, bon, c'est pas non plus le truc qui marche le mieux au monde, hein, ça marchouille, mais je pense que le service, s'ils n'arrivent pas à faire vraiment décoller le truc, ça va pas non plus encore durer 10 ans. Et là, ils se sont dit, bah, c'est la pandémie, les magasins sont fermés, c'est pas cool, ça fait quand même 2 mois. Et ils se sont réunis, bon, alors, on va peut-être faire un truc là et on va le mettre gratuit. Donc, c'est quand même, alors que la plupart des pays sont en train de déconfiner et qu'on va rouvrir les magasins, c'est un tout petit peu tard. Ouais. Surtout que tu fais pas ça non plus en 2 jours, de faire les photos de tous tes produits, commencer à faire ta logistique et tout le bazar. Ouais. Mais voilà, donc ils ont annoncé que ça allait être gratuit, mais pas encore pour tout de suite, parce qu'on va d'abord attendre qu'on déconfine. Donc c'est aux États-Unis fin avril, et les autres pays, ça on verra plus tard, donc d'ici la fin de l'année. Donc tant pis pour vous. En même temps, ils annoncent qu'ils font un partenariat avec PayPal. Ils n'ont jamais été trop fans, et à la base, ils étaient toujours plus liés aux produits Google, Google Pay et tout le bazar. Ça n'a pas non plus toujours été le truc le plus convivial à utiliser, on va dire. Et PayPal étant un bon concurrent là-dessus, ils viennent d'annoncer qu'ils ont un accord en cours avec PayPal et qu'ils vont rajouter aussi un petit lien là-dessus. C'est pas mal, c'est bien de s'ouvrir un petit peu, les gars. Ça sauvera peut-être la solution. Mais pourquoi ils investissent quand même pas mal là-dessus? C'était déjà avant la crise, on en avait parlé, je pense déjà dans le podcast. Ils ont racheté une société européenne, nordique de mémoire, qui faisait un petit boîtier qui était assez sympa, qui se plaçait entre le lecteur de code barre et la caisse. Ils ont payé ça plus d'1 milliard de mémoire. Et à chaque fois que le commerçant scannait l'article, ça reprenait le code EAN. En fait, c'est comme si ça sniffait simplement. C'est pas aussi facile que ça sur de l'USB, donc ça le fait rentrer dans un port sur le boîtier et ça le refait sortir comme si c'était rien passé. Et c'est pas si facile techniquement que ce qu'on l'explique. Et chaque EAN qui était scanné était envoyé sur la plateforme en question pour dire bah, cet EAN-là, on le vend dans le magasin. Ça donnait juste l'info qu'on vendait ce produit-là dans le magasin, parce qu'avec ça, ils n'ont pas non plus l'info. Ça, oui, je me rappelle bien. Ouais. Donc ça, c'est déjà un truc qu'ils ont rajouté et qu'ils intègrent chez eux. C'est une espèce de cookie virtuel, de passage dans un commerce, avec savoir ce qui est vendu dans ce commerce-là, etc. C'est bourré d'informations, en fait, qui peuvent être super intéressantes par ailleurs. Ouais, ça permet aux commerçants de se faire une vitrine avec tous les produits qu'ils vendent. Et là, on n'était pas encore dans le fait de pouvoir le vendre, mais on disait, c'est disponible dans ce commerce-là. En tout cas, ils ont l'air de le vendre, le produit. Ouais. Donc voilà. Mais ça, c'est vraiment à chaque fois dirigé aujourd'hui vers le commerce de proximité. Maintenant, on lit quand même entre les lignes. Ce qui intéresse aussi Google là-dedans, c'est le fait que des annonceurs puissent dire, bah, moi, je vends des puzzles ou je vends des téléphones, enfin je les fabrique, mais c'est pas moi qui les vends, c'est des distributeurs locaux. Eh bien, je vais faire une annonce et en plus, grâce à ça, il y aura tous les marchands qui sont là avec le truc où je peux l'acheter en direct. Donc, je vais stimuler le canal de vente local. Et là, évidemment, bah, ça a tout un intérêt pour les marques de dire je mets ma marque en avant et en plus, ils peuvent l'acheter directement dans des commerces à proximité. C'est ce que, voilà, indirectement, Google espère aussi dans le truc, pouvoir faire un petit peu de publicité sur le truc. Oui, c'est toujours. Enfin, la difficulté avec ce genre d'outils, c'est qu'on ne sait jamais vraiment si c'est du service. Je parle du côté utilisateur, hein, moi qui vais sur Google, qui fait des recherches sur Google. Est-ce que c'est un service ou est-ce que quelque part on essaie de capter mon attention pour vendre des biens que j'aurais peut-être pas achetés finalement. Tu vois, c'est comme les gens qui feuillettent les dépliants qu'ils reçoivent dans leur boîte aux lettres, les toutes boîtes avec les prix. Ils n'ont pas nécessairement envie d'acheter, et puis ils tombent sur un truc, tiens, ça ne coûte que 99 €. Tu vois, c'est fait pour ça la pub, hein. Je dis pas de bêtises. Mais... Donc ici c'est la même chose, quoi. C'est le même principe. Oui, alors je vais te reprendre la petite histoire, mais sur du long terme. Ici, inévitablement, ils essayent de vendre de la pub, de faire venir plein de gens sur leur plateforme. Le but sur le très long terme, c'est des systèmes similaires à ce que tu trouves sur Amazon, sur Baidu et compagnie. C'est le marketplace Alibaba. L'énorme avantage du marketplace, si Google arrive à le mettre en place, c'est il y a des millions de marchands qui vendent des trucs, mais c'est Google qui contrôle les données des consommateurs. Donc si demain moi je veux écrire au consommateur pour lui vendre ma sauce, bah, c'est Google qui te dira vendre ta sauce c'est autant. Et donc ils essayent d'une certaine manière de se placer à la place du retailer
entre le producteur et le consommateur, dire ok, je te vends le produit, mais pour que tu aies accès au consommateur, tu vas devoir passer à la caisse. Et donc voilà, ça c'est ce que fait Amazon pour le moment. Il est en train de rayer une partie des commerces de la carte. Alibaba le fait très bien aussi. À partir du moment où il y aura un monopole de l'un ou de l'autre, eh bien, nous pourrons commencer à paniquer sur notre futur. Oui, enfin, là, on est déjà en train de paniquer quand on voit justement la décentralisation de certaines productions. Hein. Simplement, c'est des produits de consommation courante. Je veux dire, quand on parle de masques chirurgicaux, par exemple, on voit bien que c'est hors de question de l'acheter ailleurs que via un site chinois ou asiatique. Voilà, c'est là qu'il se trouve. Aujourd'hui, ça va peut-être changer demain, hein, parce que j'ai entendu dire qu'en France, comme en Belgique, il est question de reprendre une partie de la production au niveau local pour ne pas se retrouver une nouvelle fois un peu piégé par ce genre de marchés internationaux et à multiples rebondissements, etc. Je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, Thierry, où il y a une prise de conscience. Enfin, je veux dire, c'est juste la question de savoir si avec cette crise sanitaire, est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience de cet aspect-là de mondialisation. Il y a une drôle de news qui est passée dans les médias pas plus tard que hier. Un entrepreneur qui faisait déjà... je crois du packaging, quand même une boîte assez importante avec plusieurs dizaines de collaborateurs, puis qui a surfé sur la vague à juste titre. Hein. Moi, je le défends pas et je le montre pas non plus du doigt. À monter du business en gros pour du masque, hein, pas pour vendre en B2C, pas pour nous en tant qu'acheteurs finaux. Donc des très grosses quantités. Et puis, ça a fait les titres des journaux ici, parce qu'en fait, il est allé voir les gros hôpitaux, les gros acteurs de la santé, puis tout le monde lui a dit « Oui, mais t'es gentil, mais non, on va pas acheter ça chez toi. Pourtant, c'est du bon matos et tout. » Et il se retrouve à vendre des produits ici en Suisse, à l'étranger. Donc, c'est le compte du truc. Ouais, puis en plus, le débat autour du masque ici en Suisse, il commence sérieusement à nous casser les pieds, parce qu'on voit tous les pays qui disent « masque, masque, masque », puis nous... Ouais, mais non, en fait, c'est pas forcément obligatoire. Mais si vous voulez en porter, allez-y, portez-en. Et alors, puis sinon, vu de on Belgique, va pas vous obliger. Vu de Belgique, je vais te dire, retiens ça, c'est ce que les pays disent quand ils n'ont pas de masque à donner aux gens. Ah oui, on le sait. Mais l'État nous dit que non, il n'y a aucun problème de stock. Le CHUV, qui est un des plus gros hôpitaux de la région ici en Suisse romande, nous dit non, nous, pas de souci. D'ailleurs, on va pas t'acheter tes masques, mais on retient l'adresse si jamais. C'est ce qui est retenu dans l'article en question. Et puis, pour ce qui est de fabriquer sur place, on avait évoqué les respirateurs. On a un canton qui est un petit peu au bout du monde dans notre pays, qui sont les Grisons, hein, des plus grandes surfaces. C'est bon, ça. La viande des Grisons. La viande, c'est bon, la viande. Ouais. Oui, et voilà, je vois un connaisseur, c'est très bien. La viande des Grisons, mais ils font aussi des respirateurs. Et puis là, on a parlé du problème avec les Roumains, parce qu'il n'y a pas toutes les pièces qui viennent de Suisse, forcément. Voilà. On revient à une espèce de nationalisme. Pas pour tout, hein. On est un petit pays, on n'a pas toutes les ressources pour faire tout ici. Mon avis, pour revenir à la news, pour revenir à la news en question, moi je trouverais ça super sympa si ce service, alors tu me dis il est gratuit, donc forcément tout le monde va pouvoir s'y mettre à un moment donné, mais que ça aide le commerce local, quoi, que ça développe le commerce local par le biais d'une recherche sur Google, qu'on puisse retrouver dans le résultat des recherches, je cherche de la viande des Grisons, je tombe sur l'importateur local de viande de Grison à 2 pâtés de maison de chez moi. Tu vois, là ce serait intéressant comme outil. Ouais, mais il y a déjà des plateformes qui existent. Alors, je les connais pas toutes à l'étranger ou en Europe. En Belgique, il y en a une, un gars qui était super sympa, que j'avais rencontré et qui a lancé aussi sa boîte il y a presque 10 ans. C'était Nearshop, et qui a eu tout le mal du monde à lancer ce genre de choses, parce que effectivement, c'est très difficile de gérer la logistique et de lancer ses commerces sur la toile. Alors, si Google arrive à le faire, tant mieux, mais c'est un domaine qui est très compliqué, et au final, la tentation est grande d'un point de vue business de couper carrément le truc et d'aller du producteur au consommateur. Alors voilà, c'est la chaîne, on la simplifie et on augmente le profit. Oui, c'est le nouveau profit qui... Bref, on va pas... c'est ce que vous voulez que je vous dise, moi, bon, monsieur. On passe à la lettre suivante, peut-être.
La première fois qu'on me le met à la lettre I, ça m'a fait sourire en le voyant. I comme iPhone. C'est mieux que de le mettre à la lettre A, comme iPhone. Oui. iPhone SE, on n'en a pas parlé la semaine dernière. J'en ai touché un mot tout de même dans le off que j'ai sorti samedi ou dimanche, je sais plus. Le off, je le rappelle pour ceux qui débarquent un petit peu, c'est un tout petit podcast qui fait 5-6 minutes et que je me permets de faire le week-end en général qui suit l'apparition d'un épisode classique des Techno. Quand je vois que... Ouais, par exemple ce week-end, mais... Quoi Si tu dis les week-ends qui suivent un épisode, non, pas tous, pas systématiquement. Non, c'est une fois toutes les 2 semaines. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti. Ça dépend. C'est au moment où je me rends compte que, par exemple, il y a une news dont on n'a pas parlé, et que je me dis que ça vaut peut-être la peine de la remettre sur le tapis. C'était le cas de l'iPhone SE, qu'on l'avait pas zappé, mais on n'avait pas grand-chose à en dire la semaine dernière. Et donc moi, je l'ai quand même retapé dans le off où chaque fois je relance l'idée de recruter de nouveaux chroniqueurs, et en particulier une chroniqueuse. Ou des chroniqueuses d'ailleurs. C'est un peu les coulisses aussi du podcast où on explique un petit peu où on en est quand c'est nécessaire, voir ce qu'on va faire dans l'avenir, des choses comme ça. Je voulais donc te laisser la parole, Thierry, pour parler de l'iPhone SE, le nouvel iPhone low cost, si on peut dire. Voilà, et puis on va pas faire 15 ans sur cette news parce que c'est pas les données techniques de l'appareil que j'avais envie de relayer, de citer ici sur cette sortie. On a tous vu passer l'info, on est autour des 449 € ou francs suisses pour un appareil qui du coup semble très abordable quand on voit les prix des 11 Pro et tout la ribambelle des appareils à 3 objectifs. Non, moi ce que je voulais citer dans cette news, c'est que Apple m'étonne, parce qu'en fait on est en situation de crise. C'est une boîte typiquement qui dépend fortement du outsourcing pour la fabrication, les matières premières. J'amenais ici par le biais de cette news une réflexion, une question à laquelle j'ai pas forcément la réponse, c'est de savoir jusqu'à quand ils vont pouvoir sortir des nouveaux produits, les proposer sur le marché sans être pénalisé par tout ce qu'il y a derrière. On vient de parler justement de fabriquer sur place, la dépendance qu'on a au marché chinois ou aux fournisseurs, mais là pour l'iPhone, c'est aussi les métaux particuliers, les composants très très spécifiques. Alors soit ils ont de la réserve, soit cet effet d'annonce qui n'en est pas une, parce qu'en fait c'est presque passé inaperçu dans le sens où il n'y a pas eu besoin, ou il n'y a pas de volonté de faire un gros ramdam autour de la sortie de cet iPhone. Dans l'absolu, je trouve ça intéressant de sortir un iPhone à prix abordable, même si presque 500 €, c'est... Oh, c'est beaucoup. Ça. Presque 500, c'est beaucoup quand même. Bah oui. Mais ça... on vient de parler de notre ami juste là maintenant. C'est con parce qu'il est via Skype et ça va être compliqué de remonter derrière. C'est... Qu'est-ce qu'on peut dire Bah oui, mais 450 balles. Moi, j'ai appris quand même un truc dans sa première phrase. C'est qu'il y a une parité apparemment entre le franc suisse et l'euro. Ce qui dit 449 francs suisses, 449 €. Pas loin. C'est la parité. Donc, ceci étant dit, je scrute le Skype d'un coin de l'œil. J'espère que Thierry va revenir parce que sinon on va être un petit peu embêté. Je trouve que c'est un appareil, très honnêtement, je ne sais pas si tu as vu un petit peu les spécifications du truc, c'est un appareil, le prix, je le trouve relativement agressif quand même, par rapport aux qualités de l'appareil. Et je pense que... Il est revenu. La Suisse est revenue. Ah oui, la Suisse est revenue. Mais est-ce qu'il nous entend ? La Suisse est en ligne. Est-ce que tu nous entends, Thierry ? Thierry, Thierry ne nous entend pas. Thierry, nous entends-tu ? C'est assez particulier. Je vais... L'oreillette, allô Thierry ? Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une toute petite pause, parce que notre ami n'arrive pas à se connecter. On va faire une toute petite pause que vous n'allez pas voir. Ça va être instantané, vous allez voir. On va remonter ça après. On revient tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Et clac, voilà. Je vous avais dit que c'était magique. C'est comme ça la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez ? Normalement, c'est enregistré, je vous le disais, dans les conditions du direct. Ici, on a dû un petit peu tripoter la vidéo pour avoir le tour
de Thierry, effectivement. On va directement rentrer dans le sujet. Je suis désolé, c'est de la faute de la Suisse. Voilà, c'est un peu ça. Sébastien nous donnait son avis sur l'iPhone SE. Je vais donner un petit peu le mien aussi. Je disais justement, comme ça, parce que ça tu ne l'as pas entendu toi, mais je vais le répéter pour tout le monde, que c'est pour moi 500 €, c'est un tarif relativement agressif vu ce que propose Apple avec cet appareil qui est quand même, il est très complet, il a un très très bon processeur. Voilà, Si tu me permets, mais alors, oui. vous nous avez déjà entendu, parce que tous ceux qui nous ont vus. Moi, je disais que par rapport à Android, c'est quand même vachement cher. Mais voilà, je vais pas relire plus loin. Vous pourrez nous réécouter dans le podcast. Oui, mais vu les spécifications, on va pas se battre là-dessus, mais vu les spécifications, c'est pas cher, même par rapport à un appareil Android. Ça va recouper. Allez, Thierry, poursuis ton sujet. Tu voulais conclure là-dessus. Le mot de la fin par rapport à ça, c'est la question que je voulais amener par rapport à la sortie de ce nouvel iPhone. C'est quid des nouveaux produits, que ce soit chez nos copains de Cupertino, que ce soit nos copains coréens avec Samsung et tous les autres acteurs. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on voit qu'effectivement, le confinement a obligé aussi beaucoup d'industriels forts qui sont ceux qui nous fournissent la matière première, la main-d'œuvre pour fabriquer tous ces appareils. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui va advenir de tout ça, puisqu'effectivement, à l'heure où on enregistre cet épisode, eh bien, le retour au confinement a été effectivement instauré à Singapour, en Chine, au Japon, ça reprend. Bah oui, c'est une pandémie, ça s'arrête pas comme ça d'un coup d'un seul. Et donc, je me pose la question de savoir, est-ce que nos habitudes d'achat vont aussi changer par rapport à ce fait accompli? Je sais que, par exemple, Marc, comme moi, on est à utiliser jusqu'au bout les smartphones qu'on a achetés il y a plusieurs années pour les recycler, pour en faire quelque chose. Est-ce qu'on va tous devenir plus vigilants par rapport à la société de consommation, par rapport à je veux le dernier truc, le plus neuf, le plus ci, le plus ça. Et puis l'autre question qui se cachait là derrière, c'est est-ce que ces entreprises vont pouvoir continuer à innover, à sortir de nouveaux appareils, sachant que ça va être de plus en plus dur de les fabriquer puis de trouver la matière première qui va avec. Voilà. Moi, j'avais été client du premier SE Special Edition, hein, c'est ça que ça veut dire, SE, il y a 4 ans maintenant, mais il était sorti il y a 4 ans, mais moi je l'avais acheté à peu près 1 an après sa sortie. Donc pour moi, ici, le nouveau SE sera 1 an trop tôt. Il devrait sortir l'année prochaine, voire peut-être même l'année d'après, parce que ça tient bien le coup, ces machins-là. C'est ça qui est bien aussi. Donc voilà, c'est affaire à suivre, mais pour moi, ça restera le SE précédent et celui-ci, c'est pour moi le maître achat Apple en téléphone. Je précise Apple, il y a peut-être certainement même d'autres choses dans le monde Android, mais si vous voulez rester dans le monde Apple, etc., je pense que c'est l'appareil à côté duquel il ne faut pas passer, parce qu'il en vaut largement d'autres, et voilà, et on n'a peut-être pas tous besoin d'un appareil à plus de 1 000 € dans sa poche, et que 500 €, c'est déjà un beau budget, il faut le reconnaître. On en a fini avec cette news iPhone qui nous a pris du temps, hein. C'est dingue ce qu'elle a pris du temps, cette news. On est à la lettre M comme mail, et on va encore parler d'Apple quelque part, Sébastien, puisqu'on a découvert une faille dans la pomme, une fêlure, on a envie de dire. Oui, un trou dans la pomme, un verre dans la pomme, et comme on vient de voir passer, et effectivement, et c'est une news qui est postée par mon homonyme, donc que je salue bien bas. L'autre Sébastien. C'est ça. D'autres Sébastien. Un des autres Sébastien, parce que c'est le podcast des Sébastiens. C'est ça. Donc... Celui qui m'appelle Belle, je le chasse. Ah oui, je viens de comprendre. Tu vois, il y a un retard avec la Suisse. C'est compliqué. Toujours 2 ans de retard. 2 ans de retard. Vas-y, Seb. Et donc, il y a une faille effectivement qui a été dévoilée. Alors, c'est une faille qui est exceptionnelle parce que c'est pas par la plateforme, parce que voilà, des failles sur iOS, il y en a, hein, comme partout ailleurs. Mais celle-ci, elle existe depuis 2012 et elle vient d'être publiée publiquement. Donc, comme ça, donc c'est une faille OD, comme on dit, 0D.
Donc elle est aujourd'hui utilisable sur tous les téléphones de la marque Apple depuis 2012, tout ce qui est iOS 6 et plus. Et le iOS qui le corrige, le 13.4.5, n'est pas encore disponible. Donc c'est en cours où c'est déjà déployé, mais en tout cas, c'est pas encore chez tout le monde, donc il y a encore moyen de l'exploiter. Que fait cette faille et comment on l'exploite? En fait, c'est une faille qui est présente dans le logiciel Mail, qui est en fait un simple dépassement de tampon classique. Donc en fait, c'est les genres de trucs où tu envoies, où tu essayes de dépasser. Je pense que c'est même pas un dépassement de tampon, c'est un tout petit peu plus complexe ici, mais en gros, tu essayes dans un code de dépasser ce qui a été alloué pour la mémoire, et donc à un moment, il y a plus de tu dépasses et tu vas écrire dans le code. Ici, c'est un truc un tout petit peu plus tricky, c'est qu'on essaye de dépasser la RAM dispo, et donc tu vas commencer à avoir un comportement qui est erratique de ton application, elle va planter ou pas du tout, et en fait tu réussis à l'exploiter des choses dans le système que tu ne devrais pas. Et donc la faille ici est assez dangereuse dans le sens où il suffit de t'envoyer un mail, t'es même pas obligé de l'ouvrir, l'application Apple Mail elle tourne en fond, tu t'es pris ce mail, le gars il a réussi à installer une application sur ton téléphone qui leur permet d'avoir accès à ton téléphone complètement, donc tes contacts, tes appels, tes datas, tout ce que tu veux. D'accord. Et c'est une faille qui est exploitée depuis au minimum janvier 2018. Donc ils observent des historiques ou une utilisation depuis iOS 11.2.2, depuis en janvier 2018, et ça a été utilisé vis-à-vis de certaines personnalités. Alors dans les personnalités, on n'a pas de nom, mais on parle de personnes, évidemment, des fortunes, fortunes 500 aux États-Unis, des VIP en Allemagne, des journalistes, des gens, des entreprises suisses, ici aussi, etc. Et donc la liste de personnes qui auraient été victimes d'eux, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire le petit chemin et se dire quel gouvernement a utilisé cela, parce que c'est pas à l'usage d'un hacker juste pour le fun dans son garage. Ouais. C'est ici utilisé par des organisations plus probablement gouvernementales, probablement des pays qui sont infectés par des virus. Et qui savent garder leur langue un certain temps, manifestement, puisque ça fait un moment qu'ils l'exploitent, et donc personne n'avait vendu la mèche. Donc ça veut dire quand même que c'était... Mais Apple n'était pas officiellement au courant. Ouais. Oui, c'est ça. Mais ceux qui se servaient, on va dire, de cette faille, savaient tenir leur langue, quelque part. Et étaient relativement... Mais c'est pas la seule. Hein. Soyons honnêtes, c'est pas la seule, il y en a d'autres. Et il y a une boîte israélienne qui est spécialisé là-dedans, dont on a déjà parlé, et malheureusement je ne reviens pas directement sur le nom, et qui permet ce genre de choses. C'est drôle, c'est un des deux pays auxquels je pensais. Bah oui. C'était un des deux pays auxquels je pensais. L'autre, c'était quoi? C'est un peu plus à l'est. Ah, d'accord. Oui, par exemple. Il faut quand même, parce que je vois que tous les possesseurs d'iPhone récents le regardent suspectement leur appareil. Ça touche certaines catégories d'appareils, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont les appareils qui ont eu la version iOS 6 installée à la source, parce qu'apparemment c'est un code, la faille est issue d'un code qui est issu justement d'un ancien iOS. Non. À moi, c'est ce qui me semble avoir lu. Ah oui, non, ça existe depuis iOS 6. D'accord. Mais tu l'as aujourd'hui, ça existe toujours sur iOS 12, 13, tout le monde l'a dans l'os depuis ceux qui ont un iOS depuis... Ah, moi je l'avais pas compris comme ça, mais ok, d'accord, ok. Bon, ben voilà. Donc, regardez votre appareil de manière suspecte. Moi, j'utilise pas Mail, par contre, j'utilise autre chose. Donc, mais il est mais il est pas lancé, il n'est pas configuré, il ne sait pas recevoir de mail. Donc, voilà. Ça, c'est un autre... C'est une solution. C'est une solution. Laisser l'appareil éteint aussi. C'est une solution un peu extrême, parce que du coup ça fait un superbe cale-porte ou sous-boc pour les buveurs de bière tels que voilà. Mais sinon ça n'a plus aucun intérêt du coup. On peut passer à la lettre suivante. C'est bizarre
cet épisode est très particulier. Je ne sais pas pourquoi. Il se passe des trucs dans cet épisode un peu insensés. On va parler Nasdaq. On était à la lettre N comme Nasdaq, pardon, Thierry. Apparemment, le confinement fait monter la bourse, en tout cas en ce qui concerne les technologies. S'il est bête. C'est un constat. Oui, c'est un constat que, en tant que bon Suisse, je suis obligé de faire. On va parler un peu d'argent. Bah oui. Oui, voilà, ça c'est fait, c'est dit. Alors j'ai dit Nasdaq, comme j'aurais pu dire la bourse en général, puisqu'effectivement, la plupart des grands acteurs de la technologie connaissent un sacré regain, une sacrée montée en puissance, là où l'économie réelle semble avoir quelques problèmes. On n'avait jamais vu, par exemple, le prix du baril de pétrole à un taux négatif. Donc on reçoit $37 pour prendre un baril. C'est quand même assez amusant. Et puis il faut savoir que c'est pas par hasard que ça arrive. Hein. Mais c'est pas le sujet. Là, je voulais simplement dire qu'effectivement, il y a la courbe qu'on voit à l'écran qui suit quasiment au pixel près celle de la montée de ce virus. C'est assez exceptionnel de savoir qu'effectivement les valeurs boursières des gros acteurs du numérique, de la technologie, suivent en montée, en progression, la crise du coronavirus. Alors, j'ai pu voir par exemple une petite vidéo assez sympa d'une comédienne, d'une actrice américaine qui voit son double arriver du futur et qui lui dit « Écoute, si j'étais toi, j'achèterais du Zoom, des actions Zoom, parce que ça peut te servir très prochainement. Et puis, elle fait référence à plein d'autres choses. C'est amusant. Si vous avez l'occasion de retrouver cette vidéo, il faut aller la voir. Elle est assez marrante. Mais c'est vrai que là où on pourrait se dire que cette crise touche toute l'économie et toutes les économies, là en fait c'est pas le même sort que tirent effectivement nos copains de la Silicon Valley, et pas que, hein, je parle pas que des Américains, puisqu'effectivement je citais Zoom, mais il y en a plein d'autres qui surfent sur cette vague montante. Alors après, est-ce que ça va perdurer, est-ce que ça va rester? J'avais fait référence au propos du patron de Slack qui disait on pourra plus revenir en arrière par rapport au télétravail, par rapport à la visioconférence, par rapport au travail à distance. On verra. Moi, je suis pas devin, je vais pas non plus vous prédire ce sur quoi il faut investir. Mais je voudrais juste terminer par rapport à cette petite nouvelle. Un fait étonnant, j'essaye de suivre ce qui se passe, et je suis pas de nouveau un spécialiste là-dedans, mais j'essaye de suivre ce qui se passe sur les crypto-monnaies, et je suis épaté, effaré, apeuré, mais aussi subjugué sur le fait que la crypto, elle subit toutes sortes de hauts et de bas, là où on pourrait penser que c'était une valeur refuge ou un truc qui ne dépendrait pas de ce qui se passe durant cette crise. Et j'arrive pas à suivre les cours de nos copains Bitcoin et Ethereum, parce qu'effectivement ça part un peu dans tous les sens. Voilà, c'est un peu particulier. Juste pour parler d'argent en tant que Suisse. Voilà. On a dans l'équipe, enfin on l'a moins maintenant qu'avant, mais le troisième Sébastien, celui qu'on voit peu, mais qui a la même coiffure que toi, est spécialiste du sujet. Ce serait intéressant d'avoir son opinion. Seb, si tu nous écoutes, on doit s'appeler parce que c'est vrai qu'il se passe des choses de ce côté-là qui mériterait d'être commenté. Par ailleurs, ça peut très vite se retourner, parce qu'on parle par exemple des applications de tracking, et de plus en plus de voix s'élèvent en disant mais finalement la blockchain, ça pourrait être une bonne solution décentralisée pour récupérer les informations sans trop toucher à la vie privée. Je sais pas ce qu'en pense ce Sébastien Pileux. Oui, si. Alors en fait, faut faire attention. Il y a plein de choses pour le moment. On dit beaucoup de choses, oui. Ouais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte sur la crypto. En général, ça a plutôt tendance à suivre. Ça avait tendance par le passé à suivre les cours de certaines matières premières, comme l'or ou le pétrole. Et ben ici, ça s'est complètement décorrélé du pétrole, heureusement, parce que le pétrole, ça s'est bien éclaté. L'or est monté. Au moment du lancement des confinements dans la plupart des pays, il y a eu une certaine panique de la plupart des gens qui avaient de la crypto. Ce qui s'est passé dans les mouvements, c'est qu'on a vu
des gens rapatriaient ça vers du fiat pour après l'investir dans tout ce qui était bon d'État. Ce qui n'était pas spécialement le plus intelligent, parce que le bon d'État n'est pas non plus le truc qui est le plus rentable. Je vais arriver dans la suite, parce que la plupart des économies, après, ont commencé à s'éclater. C'est le cas que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et on a besoin d'argent, on donne de l'argent aux entreprises. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait tourner la planche à billets. Donc, toute l'économie mondiale est en train de se dire, on a besoin d'argent, on va le donner. Et comme on ne sait pas le donner, on va l'imprimer. On sort la petite imprimante qui était cachée dans l'armoire, on la ressort et magiquement, on retrouve plein d'euros. Oui, sauf que le Bitcoin, lui, n'est pas quelque chose qu'on peut imprimer aussi facilement. Il est limité. Comme les matières premières, et c'est ce qui est en train de se repasser. Le cours est en train tout doucement de remonter, mais au tout début, il s'est éclaté comme rarement sur l'histoire du Bitcoin. Donc ça, c'est toute une partie d'explication sur comment les gens ont réagi vis-à-vis de cette crise. Et en même temps, il y a tout un autre truc qui est en train de se passer sur le Bitcoin, c'est qu'on est très proche du halving. Donc tous les X temps, la récompense sur le minage du Bitcoin est divisée par 2. Donc si tu mets ta machine à disposition et que pour X heures de machine, tu as droit à un Bitcoin, c'est un an aidé de machine, faudra le double. Et bien maintenant, il faudra 2 machines ou le double de temps pour pouvoir avoir la même chose. Et donc à partir de ce moment-là, etc. La plupart des gens qui produisent le Bitcoin, et qu'ils le minent, eh bien, soit ils arrêtent parce que ça devient trop cher par rapport à ce que vaut le Bitcoin, soit ils investissent pour essayer d'avoir des meilleures machines qui leur permettront de toujours être rentables. Et ce qui s'est passé à chaque fois avant le halving, c'est que les cours se sont effondrés. Et ce qui correspond maintenant, parce que c'est prévu pour dans la prochaine semaine, et une fois qu'il est passé, une fois que ça s'est fait, et le cours a explosé. Donc, c'est très difficile de dire ce qui va se passer, on n'a pas la boule de cristal, mais en toute logique, il est censé monter. Ouais. Affaire à suivre, comme on dit, surtout dans ces cas-là. Pour revenir à la news de base, donc ce Nasdaq et valeurs technologiques qui montent, on parlait de Snapchat il n'y a pas tellement longtemps. Snap a progressé, c'était plus arrivé depuis un moment d'ailleurs, d'une quinzaine de pourcents, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait dernièrement. Donc c'est un des exemples de valeurs qui ont perdu beaucoup par le passé et qu'on avait même presque dont on avait presque coupé la tête, et puis finalement ça reprend bizarrement. Voilà, faudra voir si ça va perdurer. On est quand même dans des temps très particuliers, et avant que tout ça ne se stabilise, il faudra quand même aussi un petit peu, il faut pas crier tout de suite au loup et dire oh là là, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. On ne sait pas en fait. Donc voilà. Ceci étant dit, ce podcast n'est pas un podcast économique, même si ça nous touche aussi et ça nous intéresse, mais ce serait bien d'avoir l'avis, je le répète là, de Sébastien ou de l'un d'entre vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez une opinion là-dessus, ou vous avez vu des news passer et qui vous semblent pertinentes, que vous avez pu croiser. N'hésitez pas à nous le faire savoir, comme ça on pourra s'en faire l'écho dans un prochain épisode si vous le voulez bien, et puis on peut passer à la suite aussi. Ça, on a aussi beaucoup parlé ces temps-ci des technologies au service du médical, au service de la collectivité, etc. Les imprimantes 3D, on va pas refaire l'histoire, etc. Ici, on parle de Raspberry Pi. On est à la lettre R. Ce petit Raspberry Pi mini, le plus petit de la gamme, si je ne dis pas bêtise, il peut rendre des services également, Thierry. Oui, exact. Moi, je suis fan de ce type d'ordinateur. J'en ai 3 ou 4 depuis les débuts de l'avènement de cet ordinateur qui, à l'époque, valait $25, je crois, et qui monte autour des 35 voire $40. Et force est de constater qu'on n'arrête pas autour de la communauté Raspberry Pi d'inventer des nouveaux usages. Il y a chaque fois, effectivement, des nouveaux OS qui sortent, des nouvelles applications qu'on peut installer comme ça sur son petit ordinateur pas cher et peu encombrant. Et puis, un des plus petits modèles semble être très utile, très prisé, justement pour aider les respirateurs artificiels. Donc on continue sur l'idée de cette mouvance des makers. On l'a vu avec les masques, avec les embouts qu'on imprimait en 3D. On a vu pas mal de gens trouver des hacks pour, par exemple, faire qu'un respirateur puisse servir à 2 personnes. Il y a même une américaine qui a sorti un hack pour sortir
4 malades connectés à un seul respirateur. Et c'est maintenant au tour de l'informatique de s'immiscer là-dedans. On était très souvent sur de la chose à imprimer en 3D ou des bouts de ficelle, des bouts de tuyaux pour réinventer ou détourner l'usage de certains appareils. Et je trouvais amusant de voir qu'un device, un ordinateur pour quelques dizaines de dollars pourrait comme ça subvenir à des manques ou à compléter comme ça des appareils qui pourraient coûter beaucoup moins cher. On parlait tout à l'heure de ce fabricant suisse installé au Grison qui vend des respirateurs qui coûtent bien plus cher qu'un Raspberry Pi. Et tout ça m'amène à constater qu'en période de crise, on est vraiment futé. On a un boost en matière d'imagination, d'inventivité, de détournement de la technologie pour constater que peut-être avec un appareil comme celui-là, on peut contrer, on peut concurrencer des solutions bien plus coûteuses. Ça amène un autre débat, c'est de savoir est-ce que c'est normal que tous les autres appareils coûtent si cher quand on voit qu'on peut détourner un masque de plongée qui devait pas valoir plus d'une centaine d'euros, peut-être même moins. On parle là du fameux masque de plongée de chez Decathlon, je crois, sauf erreur. Le fait de se retrouver à détourner l'usage de ce masque versus un appareillage médical de haut vol, et puis bien sûr avec des tarifs prohibitifs, moi m'amène à me reposer des questions. Est-ce qu'on va aussi changer après tout ça pour se dire mais est-ce qu'on n'est pas en train de payer un peu trop cher des trucs qui peuvent tourner sur des systèmes ou des solutions bien moins coûteuses? Ouais. Voilà. Attends, il faut faire attention à une chose. Vous avez 2 heures. Je pense qu'il faut faire attention à une chose, c'est que les respirateurs et les masques, etc., dont on parle ici, c'est le basique de chez basique. C'est-à-dire, le respirateur, c'est en gros, c'est une grosse poire sur laquelle on pousse pour injecter de l'air dans les poumons de la personne malade. Ça, c'est la base du truc. Je pense que les respirateurs qui coûtent très cher et qui doivent être homologués, passer des tests, machin, etc., permettent également aussi de faire passer des médications par la ventilation, des choses comme ça. Donc, on est sur autre chose, à mon avis. Hein. C'est d'après ce que j'ai pu lire et voir. Oui, probablement. Voilà. Ici, on est vraiment sur le respirateur de base, de chez de base. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Et tout ce qui va autour, bah oui, forcément, ça paraît magique et on se dit, tiens, finalement, on peut arriver avec 3 francs 6 sous et mon vieux mécano plus un petit morceau de bois et de ficelle et voilà, à arriver à faire un hôpital. Oui et non. Sébastien voulait rajouter un truc, je voyais. Oui, si je peux, je voudrais vous renvoyer à quelques hors-séries qu'on a fait en début d'année sur tout ce qui est matériel pour malvoyants et non-voyants, pour la simple bonne raison qu'en fait, ils ont besoin, eux, de matériel qui coûte parfois les yeux de la tête. C'était pas voulu, mais c'est un très mauvais jeu de mots. Je l'ai capté, donc... j'ai pas eu les 2 heures de décalage. Et qu'en fait, quand tu regardes, ça vaut effectivement 1 ou 5% de la valeur marchande. Pourquoi la valeur marchande est à ce prix-là sur ce type de produit? C'est parce qu'ils en vendent très peu, finalement, hein, et donc ils doivent rentabiliser toutes les personnes qui ont designé le truc, même si tu t'en fous, bah, finalement, il faut rentabiliser ces personnes. Et ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, c'est le prix du marché, c'est le prix que les mutuelles ont défini. Oui. Et donc, si une mutuelle te rembourse 500 balles pour une paire de lunettes, eh bien, les marchands vont dire, bah, c'est 500 balles. C'est ça. Et puis également les réseaux de distribution, par où ça passe. On avait eu un exemple, par exemple, des loupes, mais des loupes électroniques. Ce qui est, en gros, c'est comme ton smartphone avec une caméra d'un côté et un écran de l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les loupes électroniques, ça coûte pas très très cher à fabriquer. Hein. Les composants sont connus, c'est les mêmes que dans nos smartphones quelque part, mais sans le téléphone et sans toute l'informatique qui va avec. Donc le prix est relativement maîtrisé, le coût est relativement maîtrisé. Le seul problème, c'est que comme ça s'appelle des loupes, c'est vendu dans les magasins d'optique, qui ont des principes très particuliers de toujours faire des marges de 200, 300, 400%. Et donc, comme ils sont habitués à ça, ils continuent sur cette lignée-là, et donc ça fait augmenter les prix d'autant, de manière tout à fait artificielle. Tout ça pour dire que oui, effectivement, tu as raison Sébastien, ce matériel a un coût, mais
il n'est pas nécessairement directement lié à au développement de l'appareil. Il peut être lié aussi au marché qu'à la qualité même intrinsèque du bidule. On est dans un monde un petit peu particulier, hein, le monde du médical, c'est pas tout que ce soit le médical ou ailleurs. Oui, c'est vrai. Ce que tu achètes, le prix est fixé parce que tu es prêt à payer pour. Oui. Et donc, si les gens sont prêts à payer 2 000 € pour un téléphone, le téléphone est à 2 000 €. Si tu es prêt à payer 10 000 € sur un respirateur, tu payeras 10 000 €. Aujourd'hui, les gens sont prêts à payer 2 € pour un masque. Le masque coûte 1 centime à la production. Voilà, c'est le prix que tu es prêt à payer pour. Oui. C'est voilà, et c'est ça qui définit le prix in fine, et qui n'est pas tout à fait égalitaire non plus. Hein, il faut. Voilà, ça se discute largement. Tout ça pour conclure sur ce sujet, je n'ai pas de bêtises, sauf si tu voulais rajouter encore un truc sur le Raspberry Pi, Thierry. Non, je suis juste en train de dire que oui, je suis conscient que les appareils médicaux de très bonne qualité sont clairement expliqués, clairement, compréhensibles en matière de positionnement de prix. J'espère, du coup, pour le prix, qu'il y a une option Bluetooth pour pouvoir connecter ça à une app sur son téléphone mobile. Ça serait bien. Non, mais ceci étant dit, ça peut être pratique. Oui, pourquoi pas. C'est vrai. Il y a peut-être quelque chose à faire. Tu voulais rajouter un dernier truc là-dessus, Sébastien, ou pas? Oui, c'est retournez voir si alors, ça m'étonne quand même pas qu'avec un Raspberry on sache faire ça. Allez voir ce avec quoi on était sur la Lune la première fois. Oui, oui. Bon, si on s'est allé sur la Lune, on s'est fait un respirateur. Hein. Et non seulement on y a été, mais on est revenu. En plus. Oui. Il paraît. Donc c'est que c'était vraiment bien. C'est que c'était vraiment bien fait. Il était étrange cet épisode. Il va falloir que je le réécoute à tête reposée dans 3 ou 4 mois. On est à la lettre S comme sécurité. Si vous avez des comptes Nintendo, faites attention là aussi. Sébastien. Oui. Depuis quand tu me vois, faites attention, Sébastien. Oui, faites attention vous de votre côté. Sébastien, s'il te plaît. Aussi. Oui, je t'en prie, je ferai attention. Et effectivement, j'ai un compte Nintendo et je ferai très attention, je te promets. Voilà. D'accord. Donc, alors, bon, le premier truc qu'on dit dans la plupart des articles, c'est changer le compte de votre mot de passe. Oui, ça c'est changer le mot de passe de votre compte, on est fatigué, tout ça, et de votre compte Nintendo. Et en fait, oui, mais comme on ne sait pas encore tout à fait pourquoi, oui, faites-le, mais peut-être que dans une semaine, il faudra le changer. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a plein de gens qui sont en train de se plaindre un peu partout sur la toile en disant, c'est bizarre, dis donc, il y a quelqu'un qui est en train d'acheter des trucs sur mon compte Nintendo, mais c'est pas moi. Et donc, quand il y a un ou deux, admettons, pourquoi pas, peut-être qu'on a trouvé leur login et leur mot de passe qui était ailleurs, qui est siphonné sur un site et qui est le même, hein, toujours le bon vieil adage, n'utilisez pas le même mot de passe sur tous les sites, un mot de passe, maximum, l'achat, etc. Et en fait, non, il y a plein de gens qui ont commencé à se plaindre en disant, oui, mais c'est pas possible. C'est un mot de passe, c'est des mots de passe par site, donc c'est un mot de passe spécifique pour le compte de Nintendo, et je me suis quand même fait pirater. Ils se disent, il y a un truc dans le potage, tu vois, il y a anguille sous roche, éléphant sous caillou, ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et donc, l'éléphant sous caillou, il y en a beaucoup qui se plaignent, on ne sait pas encore si effectivement il y a une brèche chez Nintendo, ce qui semble plausible, même si je ne veux pas non plus les accuser à tort. En attendant, pour le moment, c'est la suggestion, c'est délier votre compte PayPal parce que c'est pas pour le moment où vous faites les achats, c'est trop facile, et activer la double authentification. Double authentification, c'est donc utiliser une autre application qui vous fait un petit code qui change toutes les minutes, qui vous permet de vous connecter au compte, ce qui est pas tout aussi pratique pour aller sur votre console quand vous êtes en train de jouer. Vous avez bien envie d'aller très très vite, mais pour le moment, si vous n'avez pas envie qu'on dépense vos sous, faites-le. Et alors, on dépense vos sous à quoi ? Tu vois, le mec il a son compte PayPal, il ne s'est acheté que sur Nintendo, il va même pas acheter tous les jeux et puis c'est fini. Oui, en fait, si ils utilisent les crédits pour acheter des crédits, vos sous pour acheter des crédits virtuels sur Fortnite, et en fait, ils vont acheter des trucs virtuels qui vont réussir après à retransférer dans Fortnite sur d'autres plateformes et récupérer les sous. Donc il y a moyen. C'est une forme de objets. C'est ça. C'est une forme de blanchiment numérique, quoi. Voilà, c'est un peu ça, via Fortnite. Ouais.
rigolo. Enfin, rigolo. Intelligent. Intelligent, on va dire ça comme ça. Intelligent. Ouais. Bon, ok. Si vous vous sentez concerné chez vous, agissez en conséquence, j'ai envie de dire, en bon père de famille. Oui, il n'y a que ça à dire dans ces conditions-là. Rien à rajouter pour votre... Non, pas là-dessus. Ok. Non, je pourrais... Non. Ah, non, je pourrais... finalement, maintenant que tu as lancé le jingle, je pourrais lire un truc. Non, je voulais caser cette fameuse phrase typiquement suisse là, qui fait la une de nos médias. Oui. Il faut aller aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire. Voilà. Je l'ai casé. Il fallait que quelqu'un le fasse. C'est fait. On va l'écrire quelque part. Enfin, combien de t-shirts se sont vendus avec cette phrase Plus de 70 000 francs suisses ont été collectés avec cette vente qui va aller à la chaîne du bonheur. Donc ça reste une bonne action. Ouais. Mais ouais, le t-shirt, là, pour le coup, est assez sympa. J'ai failli l'acheter. Cette phrase est magique. Au moins, vous aurez ça pour marquer l'époque chez vous. Parce que chez nous... on est à la lettre V comme van, parce qu'on sait, Thierry, que tu aimes bien le monde de la van life. C'est peu technologique, on peut le dire, mais moi je suis pour que tout le monde s'exprime, et donc je te laisse volontiers t'exprimer sur le sujet, parce que le road trip, il est un petit peu mis à mal justement avec ce confinement international, et donc il y a des choses à dire sur ce sujet, et tu pouvais nous en toucher un mot quelques minutes. Oui, voilà, il n'y a pas du tout d'infos technologiques dans cette news, qui est un peu triste, puisqu'effectivement, c'est au détour d'un chouette reportage de chez Arte, Arte qui m'étonne parce qu'ils arrivent à engranger pas mal de sujets, de reportages, de mini sujets comme ça, tournés un peu partout en Europe. Donc là derrière se cache une belle force de frappe pour cette chaîne de télé qui n'arrête pas de m'étonner. Et puis là, ils ont fait un sujet pour les pauvres vanlifers. Alors on est loin du rêve du vanlifer jeune avec son caméscope et qui nous fait pléthore de sujets et qui les balance sur les réseaux sociaux. On est plutôt sur le vanlifer d'un certain âge, mais qui a des gros moyens, puisque on parle d'anglais, d'allemand, et puis qui sont franchement dans la tranche du troisième âge. Mais les pauvres, on parle de ceux et celles qui sont bloqués, ou en tout cas qui étaient bloqués au Portugal, puisque effectivement, c'est les aléas du direct. Et ce numéro est vraiment étrange. Donc du coup, il se retrouvait bloqué au Portugal. Le Portugal qui a décidé de faire un truc bizarre. On ne ferme pas les hôtels, mais en même temps, il n'y a personne qui va dedans. Mais par contre, on ferme les campings. Donc, rentrez chez vous. Et là, les Allemands, les Anglais, quelques Français se disent oui, mais non, on n'a pas envie de rentrer. On vit exclusivement comme ça. On n'a pas envie de choper ce virus en rentrant chez nous parce qu'on va se retrouver dans des conditions bien moins bonnes que celles actuellement. Parce que le Portugal est étonnant puisqu'il est très obéissant aux consignes du gouvernement, puisqu'il y a très peu de cas. Les gens acceptent facilement le confinement. Et du coup, ça marche pas mal. On a même vu des villages entiers, des régions entières se confiner avant même que le gouvernement l'impose. Mais le revers de la médaille, c'est que maintenant, tous ces gens qui voyagent sont des pestiférés, puisqu'ils sont chassés des campings et ils se retrouvent à errer comme ça parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer chez eux, ils n'ont pas envie de braver le virus, parce qu'il y a très peu de cas effectivement au Portugal, mais il y a une méchante, comme vous le verrez dans ce reportage, une méchante montée de racisme vis-à-vis de tous ces voyageurs qui sont vus comme des profiteurs. Et pour quand même revenir un petit peu sur de la technologie, il y a l'exemple d'un monsieur qui pensait bien faire, un monsieur qui vit dans un coin sympa et qui a monté une page Facebook. Il y a plus de 700 fans sur sa page Facebook, sur laquelle des gens, des bonnes âmes, disent « Bon, ok, vous êtes chassés des campings, et bien moi je vous propose un bout de terrain, un bout de l'arrière de ma cour, ou que sais-je, une solution pour que vous puissiez rester au pays puisque vous êtes chassés des campings. » Seulement voilà, il y a pas mal de gens qui trouvent cette démarche un peu gênante, puisque en fait, l'air de rien, sans se rendre compte, ce monsieur a monté le Airbnb du vanlifer,
puisque bien évidemment, les gens qui proposent un bout de terrain, l'arrière-cour de leur maison ou un bout de plage, eh ben, font payer. Et c'est là où les Portugais grincent un peu des dents, puisque d'un côté, on leur demande de fermer, et il y a plein de gens qui sont inoccupés, qui sont au chômage technique. De l'autre côté, il y a les hôtels qui restent ouverts, mais il n'y a personne qui va dedans, donc c'est l'ineptie du système. Et puis tout d'un coup, il y a des gens qui s'improvisent loueurs d'emplacements pour des van lifers. Un sujet très intéressant, bien traité, ça vous prendra moins d'une trentaine de minutes pour le regarder, ça vaut vraiment la peine. Je voulais juste faire un clin d'œil pour revenir un petit peu dans le domaine technologique et web en tout cas, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Périplessis, que tu connais évidemment, de jeunes gens qui voyagent régulièrement en camping-car et font des sujets sur d'autres voyageurs, van-lifers, etc., qui eux aussi sont coincés. Du coup, ils avaient prévu un voyage, donc ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, ils ont imaginé un système pour quand même un petit peu voyager et en tout cas faire des vidéos sur YouTube. Il faut un petit peu ce que nous on fait ici, sauf que eux l'ont pas fait dans les conditions du direct, ce qui leur a évité d'avoir quelques soucis sans doute. Mais ils ont posé la question à d'autres voyageurs de la manière dont ils géraient ce confinement. Ils en ont fait une vidéo avec, je pense, 5 ou 6 voyageurs et van-lifers différents. La vidéo s'appelle « La fin d'un rêve pour les voyageurs nomades confinés ». Techniquement, c'est pour ça que j'en parle, c'est que d'abord c'est une chouette chaîne YouTube, et par ailleurs, techniquement, je la trouvais très très bien réalisée cette vidéo, un petit peu longue, mais bien réalisée, et tu en avais parlé toi-même, je pense, dans ton podcast lundi dernier, à juste titre, parce que c'était bien fait, et c'était vraiment des opinions différentes. Alors ce sont des voyageurs qui sont soit encore chez eux en France, ou rentrés en France. Certains sont en Amérique du Sud encore actuellement, ils ont trouvé un lieu de confinement pour attendre que ça passe, entre guillemets. Ils ont choisi de rester dans le pays dans lequel ils se trouvaient au moment du confinement. Donc voilà, il y a plein d'aspects et plein de remarques. Ce sont chaque fois les mêmes questions qui sont posées à chacun des protagonistes, et chacun apporte sa réponse, et il y a des réponses très différentes des unes des autres. On sent que là qu'il y a certes une communauté des gens de voyage, certainement, mais chacun avait des motivations un petit peu différentes. C'est assez intéressant à suivre. Juste pour conclure ce petit sujet van, parce que chaque fois que tu passes quelque part, il faut que tu fasses un van. C'est drôle. On peut passer... c'est drôle. Non, c'est drôle. Alors, la lettre X, on est à la lettre X, comme Xiaomi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait du Xiaomi, Sébastien. C'est d'ailleurs le dernier sujet, il n'y a pas de W. On l'aurait vu passer aussi, sinon s'il y avait eu un W. Xiaomi va lancer un téléphone avec une optique un petit peu particulière, il faut bien le dire. Oui, et c'est une optique, alors c'est de la rumeur, mais je trouvais le truc assez sympa. Je sais pas, j'avais envie d'en parler, puis voilà, je ne justifie pas. Voilà, totalement. C'est ce qu'on veut, au fait. Hein. Vous oui, avez envie d'écouter, vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez envie d'en parler. Exactement. Et donc, Xiaomi, on fait de la rumeur, et Xiaomi serait le premier à sortir le futur téléphone avec un objectif de, accrochez-vous quand même les gars, 150 mégapixels. Donc on était à 108, on vient de les exploser tous les records cette année. Oui. Donc la plupart des téléphones de l'année ont passé les 100 mégapixels. C'est toujours pas ce qu'on en fait, mais on a plein de mégapixels. Et vous avez peut-être plein de mégapixels. Et donc là maintenant, ce serait pour avant la fin de l'année. Ce serait un capteur développé par Samsung. Et on serait quand même 150 millions, ça fait quand même pas mal de pixels, à péter les pixels. Et alors, on s'arrête pas là quand même, hein, parce qu'on s'accroche. Samsung aurait en même temps commencé à développer un capteur de 250 millions de mégapixels. Donc on va encore doubler le truc par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, qui serait aussi pour probablement soit de fin d'année, soit de début de l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on va se retrouver avec des téléphones à 250 millions de pixels. Et c'est pas tout, hein, parce qu'ils sont déjà en train de travailler sur le capteur suivant. Le but pour Samsung, c'est d'arriver à un capteur de 600. Que je me trompe, 600 mégapixels. Ouais, 600, ouais. Donc, oui. Qui serait capable de produire une photo qui serait donc supérieure à l'œil humain. Alors à l'époque, la première photo numérique que j'ai vue, sur un appareil, on était à du 320 x 240, ça piquait sa mère. Ouais.
Ça, je voilà. Ah oui, moi je me rappelle, j'étais très fier, j'avais fait une photo avec c'était un appareil Sony, je me rappelle, qui s'appelait déjà Cybershot, si je ne dis pas de bêtises à l'époque, et j'avais fait c'était un feu d'artifice. Et on voyait, en gros, il y avait deux taches, une tache jaune et une tache bleue. Et j'en étais très très fier de cette photo. J'ai capturé un feu d'artifice. C'était, voilà, je te parle de ça, c'était dans les années 90, quoi. Hein, donc, voilà. Donc, mais ceci dit, ce qu'on fait avec autant de pixels, je vais te le dire, on fait des vidéos en 32K. Tu vois, des trucs énormes. Ceci étant dit, non, en photographie, ce qui est toujours intéressant quand on a ce nombre de pixels, c'est que tu peux faire des vidéos forcément, des photos de très très. Après, tu zoomes dans l'image comme un pété et tu fais ton cadrage après. Non. Tu peux pas faire. Tu fais pas des photos et des vidéos, tu fais une photo ou une vidéo, parce qu'il faut penser au stockage. Oui. Après, t'as fini, ton téléphone il est plein, voilà. Ouais. Non mais c'est à la démesure, certes, mais voilà, quand on voit le nombre de mégapixels aujourd'hui, même si tu prends 16 mégapixels, ça reste quand même par rapport à ce qu'on avait dans les années 90, fin des années 90, on aurait pu considérer que c'était de la démesure aussi à l'époque. Voilà, c'est technologique, tu sais bien, je vais pas t'expliquer à toi. Maintenant, après, oui, on peut voir qu'est-ce qu'on va en faire en pratique, etc. Je suis sûr qu'on va faire des trucs terribles. Ouais. Mais ce qui est amusant, parce qu'après, quand on en a 150, 250, 300, ou tu vois, ça change. Fondamentalement, nous, on voit déjà quasi plus la différence. On est trop vieux. Oui, c'est ça. Regarde-moi. Nous, c'est une tache sur l'écran, tu vois. Voilà, oui. Mais après que les mecs te disent, on va dépasser la capacité de l'œil humain, tu dis, là, c'est quand même un seuil psychologique qui est pas mal. Tu vois, tu ressors le transhumanisme. On va finir par te faire un œil qui sera meilleur que ton œil. Tu dis, allez, dans 10 ans, ça va être sympa. Ouais. C'est une façon de voir. Ouais. Mais une façon de voir en très haute définition. C'est une façon de voir en très haute définition. Moi, ça me fait penser à la guéguerre des mégahertz sur les PC. On revient sur cette guéguerre de la quéquette la plus longue, concours de la quéquette la plus longue. C'est amusant. C'est amusant. Ouais, mais ça... Oui, mais finalement, on est bien content de les avoir. On verra s'il y a une... Alors, je veux pas te dire, mais ici, effectivement, c'est la quéquette la plus longue, mais au niveau des processeurs, ils ont abandonné. Maintenant, ils font le plus de nombre de quéquettes. Hein. On n'est plus vraiment sur le même débat. Hein. Oui, c'est vrai. C'est voilà, c'est tout à fait la même chose. Ça a évolué, on va dire. C'est Dr. Ruth qui disait... Dr. Ruth. C'est Dr. Ruth qui disait c'est ni la longueur ni la grosseur qui compte, c'est la performance. Elle avait déjà tout vu. Hein. Moi, je pensais pas qu'un jour on me parlerait dans ce podcast de Dr. Ruth, hein, franchement. Elle est toujours en vie. C'était un numéro spécial. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dr. Ruth, c'était la sexologue, c'est une américaine qui parlait très bien français par ailleurs et qu'on voyait de temps en temps à la télévision très, très tard le soir dans certaines émissions un peu particulières et qui donnait des conseils de sexologue, quoi. Et avec un verbe un peu, voilà, c'était un peu particulier. mais voilà. Et donc on a tous ça, les gens qui ont plus de 45, 50 ans. Ont tous encore en mémoire cette vieille dame qui est décédée, me dis-tu, et j'en suis mari. Oui. Voilà. C'est de là que ça vient, l'expression. Oui. Pardon ? Je ne connais pas. Tu vois, moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais eu le loisir de connaître. Voilà, non, mais tu n'avais pas la télé, toi. Tu as eu de la télé très tard, je pense. Oui, voilà. C'est peut-être ça le problème. On n'est pas de la même décennie, les gars. Hein. C'est vrai. C'est pour ça que je disais les plus jeunes. Pour les plus jeunes. Bon, on n'a pas gardé les pangolins ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire c'est une bonne semaine à tous. On va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode qui sera différent de celui-ci, parce que celui-ci déjà il est très différent des autres, donc on va peut-être revenir à un truc normal la semaine prochaine pour le 256e épisode. On prépare tout doucement un hors-série avec Xavier et Aurélien pour parler imprimante 3D. Ce sera pas tout de suite, mais ça se prépare tout doucement, donc je tenais juste à vous prévenir que ça va arriver bientôt. Et puis voilà, je sais pas si l'un d'entre vous a un truc à rajouter pour sa défense ou pour conclure, c'est comme vous voulez. Ouais, c'est le dernier numéro qui tient dans un byte. D'accord. Ah oui. Moi, il termine comme il a commencé. Ouais, c'est ça. C'est le dernier moment, c'est maintenant le workflow. Portez-vous bien. Oui, c'est ça. Et donc Thierry, pour conclure.
Moi, je voulais juste vous dire, portez-vous bien et santé. Voilà, et santé. C'est ça. Portez-vous bien, restez chez vous, hein, parce qu'on est encore en confinement quand même, donc faites pas les imbéciles. Buvez de l'eau. C'est bon l'eau. Oui, c'est ça, c'est bon l'eau. Et donc, on se retrouve très prochainement. Moi, je suis épuisé. Cet épisode m'a épuisé, vous pouvez pas savoir. Allez, à très bientôt. Salut.